Jasmin Lemieux-Lefebvre, bonjour et bienvenue à On n'est pas du monde. Bonjour. Au Québec, Bonjour. la loi sur les soins de fin de vie, adoptée en juin 2014, ça fait 10 ans l'été dernier, abordait à la fois la nécessité d'un accès universel à des soins palliatifs de qualité et, en contrepartie, ou disons parallèlement à ça, un autre sujet de cette loi-là, c'était la possibilité des gens d'accéder à ce qui s'appelle désormais l'aide médicale à mourir, qui autrefois était nommée autrement, là, et même encore aujourd'hui, comme une euthanasie. Donc, deux choses qui pourraient paraître, disons, contradictoires ou presque paradoxales, se retrouvaient dans un même projet de loi. Est-ce que c'est un soin, selon toi, Jasmin, d'abréger les souffrances de quelqu'un en abrégeant même sa vie? Alors, non. La réponse courte, c'est non. La réponse, c'est non, bien qu'au Québec, ça soit proposé comme un soin. La vision qui est proposée depuis 2014, en fait, c'est qu'il y a comme les soins de fin de vie, et sous ce terme parapluie, il y a les soins palliatifs, la sédation palliative, que peut-être on pourra expliquer plus tard, et l'aide médicale à mourir. Et donc, on promettait que l'aide médicale à mourir serait en cas de phase terminale, alors pour un petit nombre de personnes. Et moi, je crois sincèrement que les différents politiciens qui travaillaient au dossier étaient sincères, puis ils pensaient vraiment que cette loi permettrait vraiment pour un lot limité de personnes, dans des catégories vraiment de souffrance physique. Mais 10 ans plus tard, on peut bien voir que le soin ultime ou le soin de dernier recours, on n'est malheureusement plus du tout là au Québec. Et l'aide médicale à mourir est offerte comme un soin, malheureusement même au moment de diagnostic. Moi, ça me fait vraiment beaucoup de peine quand j'entends, et c'est pas juste moi, il y a aussi des prestataires d'aide médicale à mourir qui sont très inconfortables avec ça, beaucoup de gens dans le réseau de santé. Ce que tu veux dire, Jasmin, c'est que dès qu'il y a un diagnostic, par exemple, de cancer généralisé, oui, on va dire, bon, alors, vous pourrez avoir accès à des soins palliatifs et aussi, on vous offre d'emblée la possibilité, là, quand vous voudrez... C'est ça, dans le même souffle. Je ne dis bien sûr pas que c'est toujours comme ça, mais on l'entend beaucoup trop souvent. Ah, ouais. Alors, c'est juste un exemple, alors qu'il y a une fragilité très, très claire au moment de recevoir un diagnostic. Tout de suite, parce qu'il y a comme un pic là, où les gens sont extrêmement vulnérables. Et on pourrait dire que ce n'est pas juste là, dans la journée, la semaine, là, il y a un temps pour pouvoir apprivoiser ce diagnostic-là et saisir toutes les alternatives, toute l'aide à vivre possible. Et depuis 2021, le critère de fin de vie a tombé. Alors, il y a aussi pour toutes ces personnes qui sont en situation de handicap et puis qui se font proposer aussi cette aide médicale à mourir, alors que beaucoup trop souvent, les soins adéquats ou les possibilités de bien vivre dans un milieu adéquat ne sont tout simplement pas possibles. Bien, c'est ça, c'est que le pari de la loi, c'était qu'en offrant des soins de qualité, les gens qui vont arriver dans cette situation-là extrême, là, où il n'y a rien à faire pour gérer la souffrance, par exemple, ça va être une infime minorité. Et là, on proposait que, justement, que cette décision-là puisse se prendre de manière vraiment libre. On a le choix entre des bons soins palliatifs ou même pour les personnes, désormais, là, pour les personnes qui sont en situation de handicap, des bons soins. Ou si c'est leur choix, l'euthanasie ou l'aide médicale à mourir. Est-ce qu'on a vu que cette promesse-là d'accès universel à des soins palliatifs de qualité, est-ce qu'elle a été réalisée aussi bien que la promesse de l'aide médicale à mourir? Non, il y a un déséquilibre. Je veux juste revenir sur l'une de vos prémisses. C'est qu'au Réseau Citoyen Vivre dans la dignité, puis beaucoup de personnes qui œuvrent en soins palliatifs de par le monde, la prémisse de base, à savoir que les soins palliatifs ne pourraient pas répondre à la souffrance physique dans certaines circonstances, on croit toujours qu'il y a une meilleure solution à l'aide médicale à mourir. Puis, dans les quelques cas où les soins palliatifs ne pourraient pas répondre adéquatement à la souffrance physique, bien, il y a la sédation palliative. Qu'est-ce que c'est? Qui permet... Bien, je préférais, est-ce que vous pouvez l'expliquer?
Qu'est-ce qu'on entend par ça, Dr Bergeron? Oui, la sédation palliative consiste en quelque sorte à endormir les gens qui sont souvent en fin de vie d'une maladie grave ou qui deviennent même parfois incontrôlables pour toutes sortes de raisons de souffrance physique, psychologique. Et puis, on offre à ces gens-là comme une anesthésie, mais qui est en continu ou en interruption, ça dépend. On peut le faire continuer jusqu'à la mort. D'habitude, ça survient quelques jours avant de mourir, souvent. Ou on peut décider qu'après un certain temps, on interrompt temporairement cette sédation-là. Puis lorsqu'on juge que les gens l'ont demandé ou ça va mieux, etc. Alors, le but de ça, c'est finalement, ce n'est pas de donner la mort, mais ce n'est pas de causer la mort, mais c'est en quelque sorte, de faciliter le passage vers la mort. On vous endort en quelque sorte, et puis le processus normal, naturel de la mort fait son œuvre, continue. Il y a un saut qualitatif important entre ça et l'aide médicale à mourir, c'est-à-dire que le geste médical qui est posé, c'est un traitement de la souffrance et non l'arrêt de la vie de la personne. Exactement. C'est deux choses très différentes, alors qu'on a l'impression dans les deux cas que c'est quelqu'un qui perd conscience, mais c'est très important. Et c'est important de le faire connaître, ce soin-là. Merci, Dr Bergeron. Et il y a, malheureusement, des fois, on omet vraiment de le proposer. Ouais. Et moi, je suis heureux de voir que dans beaucoup de milieux, il y a une espèce de vigilance pour s'assurer ensemble que est-ce que vraiment tout a été offert pour que justement cette liberté souhaitée... Bien, c'est ça. Parce qu'il y a tellement... et moi, ce que j'aime beaucoup voir, c'est que après 10 ans, il y a au moins, parce que tout de suite après le passage de la loi, il y avait comme, pour beaucoup d'intervenants en soins de santé, une peur de pouvoir s'exprimer sur l'aide médicale à mourir et de pouvoir avoir exprimé certaines réserves. Là, encore aujourd'hui, on ne peut pas remettre en question, ça fait partie de la loi, mais il y a une expression, et moi je l'entends souvent, de gens en première ligne qui voient que les limites ont été atteintes, là, que malheureusement, il y a comme... Je vais utiliser cette expression-là parce que je l'ai entendue d'experts, c'est que l'aide médicale à mourir devient trop souvent comme un substitut aux soins adéquats. Et ça, il ne faut pas aller dans cette direction-là. Il faut tout faire comme société pour se dire, OK, alors qu'on pense à de nouveaux élargissements, on vient d'en vivre un avec les demandes anticipées, chaque nouveau élargissement amène son lot de nouvelles questions éthiques. Et alors que déjà à la base, on est dans une situation où trop souvent, l'AMM, comme on l'appelle, est proposé comme substitut. Évidemment, pas directement, mais indirectement, on le voit très, très clairement que des gens auraient pu avoir des soins appropriés, mais que les ressources ne sont pas là pour avoir des vrais soins palliatifs en amont, multidisciplinaires, psycho, bio, psychologiques, pour pouvoir aller chercher tout le meilleur de ces soins qui sont vraiment une merveille. Jasmin, il y a plusieurs de nos concitoyens là, qui ont pu écouter le balado ou la série là, qui a été faite par Alain Gravel plus tôt cet automne, La mort libre, où il donnait la parole à plusieurs intervenants. Il y en a une qui m'a marqué, la docteure Michel Marchand, qui est une médecin et une éthicienne, et qui était même au Collège des médecins sur le comité éthique, qui a piloté un peu il y a une dizaine d'années. Là, figure très crédible. Et qui connaît très bien le dossier et qui elle dit, je la cite, oui, c'est une mode, c'est la meilleure façon de mourir, c'est par euthanasie. Donc, elle dit comment c'est perçu, comment c'est la représentation de ce geste-là. C'est en train de devenir une mode et je trouve ça effrayant. Et ce qu'elle dit, c'est elle parle du fait, par exemple, que ça devait être une mesure d'exception, comme tu l'as dit, Jasmin, et finalement, on se retrouve avec un taux au Québec de 7-8 % environ. 7,3 % dans le dernier rapport qui est sorti au mois d'octobre de la Commission sur les soins de fin de vie. C'est ça, parce que l'un des gros problèmes au Québec, c'est que pour un lot de médecins prestataires, c'est ceux d'aide médicale à mourir, oui, exactement. Dès qu'il y a mention de souffrance, qu'elle soit physique,
psychique existentielle, comme l'exprime la loi, mais il y a d'autres critères. Là. Il doit avoir déclin avancé, maladie incurable grave ou déficience physique grave. Mais pour certains médecins et infirmières maintenant, parce que c'est possible depuis décembre dernier pour les infirmières praticiennes spécialisées, donc, s'il y a expression de la souffrance, alors moi, mon rôle, mon jugement clinique devrait se tasser pour pouvoir accueillir cette souffrance-là et moi, offrir le soin possible de l'aide médicale à mourir. Et ça, je pense vraiment que comme société, on doit se dire que ça, c'est une limite qu'on ne doit absolument pas dépasser et qu'il y a plein de gens dans la vie qui nous expriment leur souffrance. J'étais au congrès de l'Association québécoise de prévention des suicides. Du suicide. À chaque fois que quelqu'un exprime une souffrance ou un désir de mourir, il y a tellement de choses à faire. Et des fois, j'entends parler que devant la détresse existentielle, bien là, la médecine ne peut plus rien faire. Bien, les soins palliatifs, depuis des années, réfléchissent à comment justement soigner cette souffrance existentielle. Il y a des thérapies de la dignité. Il y a tellement de beaux outils possibles pour pouvoir accompagner ces personnes-là et donner un sens à la vie, même à la toute fin. Même à la fin. Oui. Jasmin Lemieux-Lefebvre, je rappelle que tu es coordonnateur du réseau citoyen Vivre dans la dignité. On parle des médecins prestataires là, qui tassent leur jugement clinique là, pour certains, oui. Pas tous, mais pour donner beaucoup de valeur à cette souffrance-là. Ils répondent rapidement avec l'aide médicale à mourir. Oui. Est-ce qu'il y a des débordements? Est-ce que ça arrive que la loi n'est même pas respectée? Un cadre de la loi, c'est pas vrai qu'on peut donner l'aide médicale à mourir comme ça sur le coin d'une table. Est-ce qu'il y a un cadre? J'imagine que oui. Est-ce qu'il est dépassé, ce cadre-là, parfois? Et si oui, est-ce qu'il y a des conséquences? Bon, alors c'est une question extrêmement importante qui nous tient vraiment à cœur à Vivre dans la dignité. La Commission des soins de fin de vie au Québec, donc, publie un rapport chaque année et publie les cas de non-conformité à la loi. Pour la dernière année, c'est 16 cas qui ont été identifiés, dont 13 cas où la maladie n'était pas grave et incurable. Alors, le gros problème, c'est que depuis 2015, donc lorsque la loi est entrée en vigueur, les premières aides médicales à mourir, il n'y a jamais eu de sanction du Collège des médecins du Québec. Et donc, on se dit, OK, il y a ces cas de non-conformité-là qui sont clairs, mais ils ne mènent jamais à des disciplines professionnelles. C'est des infractions à la loi, carrément. Exactement. Alors là, on se dit... Dans des cas de vie et de mort. Oui, et là, on arrive à des nouveaux élargissements avec les demandes anticipées. On entend des gens des médecins qui ont une vision différente de la loi, qui considèrent, par exemple, que les demandes anticipées d'aide médicale à mourir pourraient être même administrées en cas de démence heureuse, alors qu'il n'y a pas de souffrance contemporaine, objective. Donc, quelqu'un qui, par exemple, qui reçoit un diagnostic d'Alzheimer. Oui. Prenons un cas fictif, mais qui pourrait être très réel, remplit une demande anticipée. Je veux qu'à partir du moment où je suis incontinent et je ne reconnais plus mes proches, mon époux, mes enfants, je demande à être euthanasié ou de recevoir l'aide médicale à mourir. Remplis ce formulaire-là, c'est approuvé par un médecin ou je ne sais pas, deux. Et là, au moment où ces critères-là arrivent, la personne n'est pas dans une situation de souffrance et ce que tu viens de nommer comme étant la démence heureuse, finalement, c'est quelqu'un qui jouit de la vie d'une certaine manière, qui apprécie les rencontres qu'elle fait dans sa journée, qui n'a pas de souffrance physique apparente. Il faudrait l'euthanasier quand même. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Alors, la loi, selon ce que beaucoup d'analystes, beaucoup d'observateurs et même le législateur semble dire, ça ne serait pas permis. Mais d'un autre côté, il y a certains médecins, certains groupes qui expriment que oui, il faut respecter, c'est une souffrance psychique qui a été identifiée en amont, donc il faut la respecter. Et dans le fond, les demandes anticipées devraient devenir des directives anticipées exécutoires. Et imaginez le pauvre personnel soignant qui devrait, comme ça, alors que Madame Tremblay est heureuse, oui, peut-être ne reconnaît pas ses proches, a des petits problèmes d'incontinence, d'errance, mais on devrait lui enlever la vie. En fait, on crée une nouvelle catégorie de citoyens parce que le consentement a toujours été clé avec la loi. Donc, jusqu'à la fin, on
on peut retirer une demande d'aide médicale à mourir. Mais là, ces personnes-là ne pourront pas, parce qu'il y a 5-10 ans, ils auront dit, voici, je ne souhaite pas perdre telle et telle capacité, devenir dépendant, je préfère mourir. Et ça, cette dynamique de vaut mieux mourir que avoir tel handicap, telle maladie, telle perte de capacité, on est profondément contre cette mentalité. C'est tout le contraire. On doit se dire quelle est l'aide à vivre proposée pour redonner la dignité aux gens, parce que, dans le fond, elle est toujours atteignable, même dans les pires conditions. Il y a une possibilité de la garder, cette dignité intrinsèque à chaque être humain. Jasmin Lemieux-Lefebvre, il faut absolument qu'on se laisse sur une note positive. Et je sais qu'il y en a. C'est quoi les germes ou les pousses d'espérance? Les raisons d'espérer que tu as et que tu aimerais nous partager dans le contexte des soins de fin de vie au Québec? Oui, il y en a plusieurs, parce qu'il y a des gens qui font de l'accompagnement en soins palliatifs partout au Québec de façon tout à fait exceptionnelle, qui sont fidèles à ce que Cicely Sanders, qui a lancé les soins palliatifs à l'hôpital Saint-Christopher en banlieue de Londres, à Londres, et puis le Québec, avec Balfour-Mont, le médecin qui a trouvé le terme de soins palliatifs, fait figure vraiment de proue pour ce mouvement-là. Et partout, on essaie de trouver, avec parfois peu de moyens, des façons créatives pour accompagner les personnes. Et on n'offre pas, par exemple, même si c'est possible de le faire, l'offrir l'aide médicale à mourir rapidement. Beaucoup de praticiens refusent cette démarche-là et cherchent vraiment à traiter la souffrance. Bien sûr, si quelqu'un demande l'aide médicale à mourir, ils vont respecter la loi, mais ils vont s'être assurés vraiment que toutes les possibilités de pouvoir aider la personne à soigner tous les types de souffrances physiques, psychiques, existentielles seront déployées. Et moi, ça me permet de voir qu'il y a tellement de personnes comme ça qui tiennent à cet esprit des soins palliatifs. Bien, je me dis qu'il y a de la lumière qui se cache là-dedans et que les gens prendront, parce que c'est ça, il faut que les décisions soient éclairées. Ouais. Et il faut qu'il y ait de plus en plus de soins palliatifs bien explicités, bien disponibles, pour que les gens puissent prendre la meilleure décision possible pour leur propre fin de vie. Jasmin Lemieux-Lefebvre, coordonnateur du réseau citoyen Vive dans la dignité, merci beaucoup. Merci.